ce soir. Mais avant de commencer, je vais me permettre de parler un tout petit peu de l'université populaire. Tout simplement, nous avons appris qu'il se peut, c'est que la décision n'est pas encore arrêtée, il y a une deuxième commission qui va se réunir, que l'université populaire n'ait plus la subvention que la ville lui accordait. Bon, la décision n'est pas encore absolument arrêtée, hein. Je ne vais pas ici être alarmiste, bien, mais disons que c'est aussi peut-être un appel pour adhésion, parce que le fait d'avoir beaucoup d'adhérents, eh bien, ça fait un certain poids, ça nous permet d'être plus insistants pour obtenir cette subvention. Et puis, vous pouvez également, bien entendu, je l'ai déjà signalé, donner tout simplement votre adresse si vous souhaitez recevoir les informations concernant nos manifestations. Voilà, excusez-moi de commencer par cet aspect, mais il est important, d'autant plus que je rappelle que vous savez bien que les entrées ne sont pas payantes, c'est gratuit, et également que nos conférenciers ne sont pas payés, donc ils acceptent de venir gracieusement. Monsieur Ouellet peut, n'est-ce pas, le confirmer, mais nous, bien sûr, nous défrayons, c'est-à-dire les frais de train, parfois d'hôtellerie, le repas, etc., quand il y en a. Hein. Monsieur Ouellet habite Magnin, ça tombe bien. Mais c'est pas, vous le savez bien, toujours le cas. Donc nous avons quand même besoin d'avoir quelques moyens. Voilà, excusez-moi pour cet aparté, donc ici. Alors, il va être question ce soir de la radicalisation. Je préciserai le titre après, la radicalisation. Alors ce n'est pas que la première fois que ce thème est abordé par l'université populaire, puisque nous avons eu deux conférences, certains s'en souviennent peut-être, l'une qui s'appelait Daesh, les enfants du chaos, c'était de Jean-Pierre Baum du journal Le Monde, et la deuxième c'était la gauche face au djihadisme, c'était par Alain Berthaud, un sociologue. Bon, alors, à travers ces conférences, bien sûr, le thème de la radicalisation avait été abordé, mais il avait été d'une manière indirecte. Il avait été soit à travers le départ de certains jeunes pour la Syrie, hein, le Daesh, les enfants du chaos, soit à travers l'attitude qui a été d'un courant politique, la gauche, face à un mouvement religieux. Alors, quand M. Ouellet s'est adressé à nous, Jean-William Ouellet, il nous a proposé de venir nous parler de la radicalisation, nous avons tout de suite répondu positivement, dans la mesure où ça nous permettait d'aborder cette fois-ci le phénomène d'une manière directe, la radicalisation pour elle-même, n'est-ce pas, en elle-même. Voilà. Alors, encore peut-être, je me permettrai quelques remarques avant de donner la parole à M. Ouellet. Bon, d'abord, nous avons tous, bien sûr, une idée de radicalisation que nous lions immédiatement en France, en Europe, et même dans le monde, bien sûr, à l'islam. Bon, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas le seul mouvement qui soit effectivement marqué par ce qu'on appelle la radicalisation. Tout simplement, vous avez tous en tête le nationalisme en ce moment. Nous connaissons également même des mouvements chrétiens, n'est-ce pas, qui sont aussi radicaux. Nous avons également, même après tout, un radicalisme qui peut être non religieux, voire irreligieux. Donc il ne faut pas, je veux dire, trop focaliser peut-être là-dessus, bien que ce soit effectivement quand même ce qui nous marque le plus. Bien. Alors, ensuite, je dirais également que si je mets l'accent sur le terme, simplement le mot radicalisation, radicalisation, bien sûr, radicalisme, radical, bon, c'est qu'il de rappeler quand même l'origine étymologique, c'est la racine. La radicalisation, c'est le retour à la racine qui est présenté comme étant une origine, avec l'idée, bien entendu, que cette origine aurait été perdue, n'est-ce pas, dans le temps, dans le présent, et qu'il s'agit donc de revenir à cette pureté, vous voyez bien, avec un refus, effectivement, du présent qui peut, bien entendu, prendre des formes violentes. Bon, c'est une caractéristique un peu plus externe, qui est, bien sûr, qui se veut simplement introductive. Alors, bien entendu, ce phénomène, je vous rappellerai aussi qu'il
qui n'est pas seulement moderne. Après tout, le XVIe siècle a connu des formes de radicalisme, n'est-ce pas, avec les mouvements protestants, avec notamment, vous connaissez peut-être le millénarisme, c'est ceux qui ont lu l'œuvre noire de Yourcenar savent très bien qu'on décrit des moments historiques qui ont existé. Donc ce radicalisme n'est pas uniquement propre, n'est-ce pas, à la modernité. Donc il a une généralité qui dépasse donc notre monde présent. Alors bien entendu, en ce qui concerne le présent, vous savez bien qu'il y a eu de multiples explications, à tenter de, comment dire, des modèles explicatifs pour rendre compte du radicalisme. Bien, et la radicalisation de certains, surtout des jeunes, pas que les jeunes, la radicalisation. Il y a bien sûr eu des explications qui ont été d'ordre historique. Bien, on peut très bien relier ça au phénomène de la colonisation, le résultat du postcolonialisme, etc. Il y a eu des explications qui ont été sociologiques. Certains jeunes qui étaient effectivement dans des situations un peu de relégation peuvent trouver dans une radicalisation, un certain sens, mais on sait aussi que toutes ces explications, vous voyez bien, on reste souvent, sont un peu insuffisantes, puisqu'on sait très bien que ça ne touche pas seulement des jeunes des banlieues, des jeunes un peu désœuvrés, il y a aussi certaines personnes qui apparemment étaient bien intégrées, qui se sont radicalisées, ça existe également. Bien, il y a eu des explications économiques, vous voyez bien, bon, religieuses, bien sûr, une explication, excusez-moi, religieuse, mais on se demande si la religion n'est pas là peut-être un prétexte. On sait que beaucoup de radicalisés ont une connaissance très souvent sommaire, voire très approximative. Je parle de l'islam, c'est souvent démontré, souvent mis en évidence, vous voyez bien. Donc toutes ces explications semblent effectivement insuffisantes. Or, il se peut, mais c'est bien sûr peut-être l'hypothèse, qu'on peut aussi trouver peut-être des pistes, n'est-ce pas, peut-être dans l'intime, le plus intime, dans la psychologie, d'où effectivement une question, n'est-ce pas, la radicalisation, une réponse à un vécu de frustration. Vous voyez pourquoi la question est posée ainsi. Alors, bien entendu, nous avons été très heureux, je vous ai dit que c'est Jean-William Wallet qui nous avait sollicité, qui s'était proposé pour venir faire une conférence. Nous avons accepté, parce qu'il nous semble très très bien placé pour cela, puisque vous êtes psychologue, n'est-ce pas, de clinique interculturelle, et vous avez enseigné à l'UPJV. Je sais que vous avez écrit, bien entendu, quelques ouvrages théoriques. La liste est sur la présentation que vous avez dû avoir, à la fois une thèse, des articles concernant cette manière très précise ces questions-là. Également, n'est-ce pas, une pratique du terrain. J'ai rencontré récemment qui m'a dit que quelqu'un que vous avez connu à la Guadeloupe, c'est bien ça, non? Voilà, une pratique du terrain. Et également, vous avez même, je dirais, eu l'occasion d'étudier sur le fait de faire de véritables études de cas, puisque vous êtes, n'est-ce pas, expert, vous étiez expert près de la cour d'appel d'Amiens, ce qui fait que vous avez là, du point de temps, dans le champ théorique, dans le champ, je dirais, pratique, vous voyez bien, disons, beaucoup de connaisses à nous apporter. Voilà, monsieur Jean-William Wallet, écoutez, je vous donne la parole. Vous savez que, bien sûr, la conférence dure à peu près environ 1 heure, bien, peut-être un peu moins, ça peut être un peu plus, et qu'elle est suivie, bien sûr, d'un débat qui est ouvert, surtout intervenez et posez des questions, et que ça voilà. Voilà, monsieur Wallet. Merci. Je voudrais tout d'abord, comme je l'ai mis en introduction, dédier cette intervention à 3 amis qui ont été assassinés. Mahfouz Jaoud Boussepsi, le 13 juin 1993, je devais être avec lui ce matin-là. Il a été assassiné par un garçon de 15 ans avec un canif. Et si Mahfouz Boussepsi n'a pas survécu, c'est qu'il n'y avait pas de sang à résus négatif en Algérie. Tahar Jaoud, lui, c'était quelques jours avant, le 26 mai 1993. Il a été assassiné en tenant par la main
ses 2 enfants qu'il menait à l'école. Quant à celui dont j'étais vraiment le plus proche, bien que avec Mahfoud, on travaillait quasiment toutes les semaines ensemble, Saïd Mekben, lui, ils lui ont mis Nobel dans la tête, ils ont respecté lui qui écrivait le clou, ils ont respecté ce qu'il souhaitait, ils lui ont mis Nobel dans la tête. Mais je ne suis pas venu pour vous parler spécifiquement de la radicalisation religieuse et des formes de radicalité. Je crois que c'est beaucoup plus important d'aborder cela, justement pour arriver à se décentrer par rapport à certaines appréhensions qui sont véhiculées par les médias et qui, je crois, faussent en réalité le fond du problème. Et j'ai eu la chance, à partir de mai 68, ça fait 50 ans, de travailler avec 2 professeurs, René Zazot, professeur de psychologie, d'autres bien sûr, mais René Zazot particulièrement, et Gilbert Simondon, qui venait de faire d'ailleurs cette aide d'État sur les objets techniques et qui nous disait il va y avoir une dérive. Zazot insistait sur les aspects de socialité qu'on a vu au travers de mai 68, ça pourrait faire tout un exposé d'une soirée. Mais vous voyez, c'est là que j'ai commencé à réfléchir et à travailler avec eux, et puis après à mon compte, puisque je suis assez rapidement parti comme maître assistant à l'université d'Alger où je suis resté 7 ans, où j'ai justement fait cette aide d'État. Et c'est là que j'ai pour la première fois été confronté à l'émergence de phénomènes de radicalisation. Les premières prières de rue, par exemple, et j'aurai l'occasion d'évoquer tout à l'heure un certain nombre de cas, de situations, dont des situations au conseil de la faculté, puisque je représentais les coopérants au conseil de la faculté. Alors, il me semble important d'abord de distinguer la radicalité qui est au fond banale, normale, vous allez le voir dans la réalité. Elle prend appui sur des perceptions binaires extrêmes, elle ne tolère pas d'exception, elle cherche à s'imposer par l'action, et quand on arrive à l'adolescence, c'est un délai limite de passage à l'acte. J'ai eu l'occasion d'intervenir assez souvent là-dessus. Je vais, au fur et à mesure, vous allez voir, vous montrer que ce n'est pas par hasard si j'insiste sur ces éléments relatifs à la radicalité. La radicalisation. La radicalisation, c'est vraiment ce qui rend intransigeant, doctrinal et dur, et qui refuse surtout toute diversité. C'est mon opinion, et il n'y a que celle-là. La nôtre, que je partage avec les mêmes convaincus que moi, et c'est là que c'est dur. Alors, on est arrivé à des termes que je n'aime pas. Et quand on m'avait demandé, il y a peu de temps, d'intervenir sur la déradicalisation en Guyane, j'avais dit je ne fais pas dans la dératisation. C'est un néologisme. C'est un néologisme qui a été payé très cher. Je m'arrête là. Alors, on parle de tentative de désembrigadement, de désendoctrinement vis-à-vis du sectarisme. Avec, bien entendu, comme cerise sur le gâteau, la régulation comportementale citoyenne et la réinsertion sociale. Moi je dis ça ne se décrète pas. Ça s'éduque, ça se travaille. Alors, ça a déjà été abordé un petit peu par M. Fauveau, mais je crois qu'il est important de revenir sur ce problème-là. La radicalisation et les significations, comme la radicalité, la question fondamentale, c'est la recherche du sens de l'existence. Et tout le monde se la pose. Tout le monde se les pose. Pas une seule question. C'est tout ce qui a trait, ça vous avez été évoqué rapidement, je ne reviendrai pas à ce phénomène sociaux, politiques, religieux, coutumiers, professionnels, etc., etc.
Et toujours il y a une recherche de pureté. Comme ça vous a été évoqué. Le bien opposé au mal, le bon opposé au mauvais, le beau opposé au laid. Et j'en passe. Et bien entendu, il y a eu toutes ces dérives historiques, fondamentalistes. Tous les fondamentalistes, et nous en avons connu, nous, dans la religion qui est encore majoritaire en France, tous ces gens-là se croyaient détenteurs du vrai, de la vérité révélée. Et ils se croyaient les porteurs exclusifs du bien. En fait, à la réflexion, maintenant, on sait que c'était du syncrétisme mental. Heureusement, les idées ont évolué avec les siècles, mais le propre de l'homme, c'est, lorsqu'il est en difficulté, de revenir, comme le disait Gilbert Simondon, dont j'évoquais la mémoire tout à l'heure. Le propre de l'homme, c'est, quand il se trouve en difficulté, c'est de s'inventer des mythologies d'attente. Alors, que nous amène ce fondamentalisme, cette radicalisation? Le retour aux origines, au moins le statisme, l'opposition à l'évolution, la recherche d'un as d'or, qui a été évoqué, messianisme, revivalisme, tribalisme, etc. Tout ça, ce sont des problèmes d'acculturation. Tout ça, ce sont des problèmes d'acculturation qui ont vraiment été analysés, je dirais, avec un recul de plus en plus conséquent à partir du fameux mémorandum de 1936, je ne vais pas insister là-dessus. Mais au travers de l'histoire, on a vécu ça au travers de pratiques d'inquisition, de colonisation, le totalitarisme, les fascismes, etc. Ce sont toujours des dérives hégémoniques perverses. Mais pas toujours. Parce que pour ceux qui pratiquent, c'est la noblesse de recherche, la valeur. De toute façon, elle se développe toujours quand il y a un vécu anomique, quand il y a une période de crise. Et ce n'est pas par hasard si René Zazot et Gilbert Simondon, comme Paul Fraisse, un des grands maîtres que j'ai eu, avaient attiré mon attention sur ces phénomènes-là à partir de 1968. Il y a un contexte qui peut être un contexte local, mais un contexte international, mais qui a toujours fondamentalement un terreau social. Un terreau social fondé sur des disparités, et il y a des emprises derrière. Si on revenait à l'année 68, il y a des emprises politiques diverses, etc. Et il y avait des scandales, ceux qui ont l'âge, quelques scandales politiques derrière. Et puis maintenant, de plus en plus, il y a l'influence des médias. Ce sont des faiseurs, des faiseurs d'idéologie, de bazar. La plupart du temps, je le dis comme je le pense, animés par des histrions, on n'est pas couché, n'est-ce pas? Et vous voyez même des hommes politiques venir se commettre dans ce genre de réunion. Je trouve ça personnellement assez minable. Il s'agit bien fondamentalement de problèmes de culture et de civilisation, c'est-à-dire de valeurs, de coutumes, de symboles, opposés à des valeurs de civilisation technologique dans le contexte actuel, avec des systèmes d'organisation, des systèmes de hiérarchie qui changent, qui évoluent, etc., très rapidement, et qui sont mal comprises. Beaucoup de pays actuellement évoluent beaucoup plus rapidement au niveau des idées que les nôtres. Je regarde personne dans la salle. On a eu l'occasion de discuter pour la Tunisie, par exemple, où là, pays remarquable, à mon sens. À quoi est dû en particulier, à quoi sont dus en particulier tous ces problèmes de fond, d'un point de vue global? Il y a ce que j'appelle un brouillage actuel favorable à la radicalisation, réactionnelle. Tout ce qui touche à l'hypermodernité, à la mondialisation,
nous recevons des tonnes d'informations complètement paradoxales. C'est l'instantanéité des phénomènes. Un papillon, un œil, etc. C'est, socialement parlant, une société qui devient hyper sélective, hyper sécuritaire. Elle recherche la sécurité partout, plus de risques. J'ai eu à traiter encore un cas comme celui-là hier. Cela amène dans les esprits un brouillage important du sens des réalités, des repères quotidiens. Je travaille par ailleurs aussi, toujours avec ces mêmes maîtres à l'origine, sur la perte des repères d'espace et de temps concrets chez les jeunes dans le monde actuel. Nous avons des enfants qui ont une intelligence intuitive extrêmement vive, mais qui ont une intelligence opératoire dans un tiers des cas faible. Et certains font des études supérieures avec le succès que l'on sait, il ne faut pas s'étonner. Nous avons donc ce problème-là, et on fait croire, actuellement, la Coupe du Monde de football, on fait croire un tas de choses aux gens, des modèles médiatisés, qui aboutissent à des défiances importantes. J'ai, il y a quelques années, écrit un ouvrage avec deux de mes anciens étudiants, Dalila Belgacem et Pilios Stavro. Alors l'une travaillait sur le nord de la France, puisqu'à ce moment-là, j'intervenais aussi à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix, et Dalila y était enseignante, et Pilios Stavro, qui était un jeune chercheur de grec, qui lui travaillait sur tous les problèmes de violence chez les jeunes, le bullying. Et tout cela, on sentait, on percevait bien combien ces jeunes étaient sensibles à la culture artificielle qu'on leur proposait, et combien, en fait, pour résoudre les problèmes insolubles pour eux, ils avaient une tendance remarquable à avoir affaire à recours à une pensée magique des apprentis sorciers. Il y a, à côté de ces grands phénomènes généraux, mondialisation, l'évolution mondiale aussi, sociale et familiale, transformation des rapports intergénérationnels. Nous, ça a été rapide, mais il y a des pays où c'est encore beaucoup plus brutal. Le chômage. Mais là encore, quelle représentation du travail avons-nous? Quelque chose qui est aussi important, les recompositions familiales. Et Durkheim et Tarbes se sont battus à la fin du XIXe siècle sur ces problèmes relatifs à l'effondrement des coutumes et des rites. Il y aurait encore là aussi beaucoup à dire avec ces problèmes relatifs à l'anonyme. Et puis les migrations. Des migrations internes, des migrations externes. Dans ces années 68-70, j'ai eu l'occasion de travailler justement sur la direction de René Zazot sur ce qu'il appelait la psychopathologie des grands ensembles. Ces gens qui quittaient un village pour aller rejoindre une grande ville, aller vivre à HLM dans une grande ville. C'était un progrès déjà au niveau de l'hygiène, mais il y avait d'autres problèmes. Les femmes étaient à l'intérieur et buvaient leur mélécasse, certaines se sont alcoolisées, ont appris à fumer, etc. Et les hommes étaient en bas sur les parkings, en train de monter les bagnoles, etc. Bref. Tout cela crée des déracinements, alors étonnez-vous après, recherche de sens, et des bouleversements dans les rapports sociaux. Ce sont tous des vécus contrastés, avec, et là c'est le musicien qui parle, avec des attentes relatives à la sécurité, parce que derrière, il y a un sentiment de perte, un sentiment d'abandon. Abandon, au sens étymologique. Ou alors, chez les jeunes actuels, un sentiment de plein, toute une espèce de fausse toute-puissance, on aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure, ou alors, au contraire, un sentiment de vide absolu. Bon, on est blasé.
Et tout cela sous l'influence de phénomènes de mode qui affolent complètement les consciences. Et ça, je vous assure que au quotidien, je vois encore en ce moment 3 ou 4 jeunes par semaine. C'est dur pour les parents, mais c'est aussi extrêmement dur pour les enfants. Et très souvent, je leur dis d'ailleurs, je me trouve en face de parents qui sont en crise de milieu de vie et en face de jeunes qui sont, eux, en crise d'enfance ou d'adolescence. Et qui ont des grosses difficultés de compréhension interpersonnelle, interindividuelle. Les causes psychiques individuelles, elles ne sont pas pathologiques. Bon, il y a une équipe, en particulier à Lyon, la Vinatier, qui travaille sur cela. Elles ne sont pas pathologiques à l'origine, mais elles sont susceptibles de l'être. Elles sont susceptibles de le devenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des vécus d'exclusion, d'abandon, de rejet, d'incompréhension. C'est ce que je disais. Et avec des phénomènes relatifs à l'éducation familiale et scolaire, le sujet qui est dans la toute-puissance, le sujet qui est dans la toute-impuissance, on est toujours dans le phénomène de bascule. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure, je vais parler tout à l'heure de la socialité, c'est oui, non, ce sont des systèmes binaires. Et le gros problème actuel de beaucoup d'enfants, c'est la capacité à être seul et de résister à la frustration. C'est un énorme problème, apprendre les enfants à vivre avec des frustrations. Toute mise en cause de soi est vécue comme une agression. Ou alors, l'enfant vous dit « Oh, moi je vaux rien ». Exemple, je suis une toute petite. Tu sais, je suis pas bonne. Ah bon, je viens bon, voir que je goûte. Ah, elle me dit mais non, mais tu sais, avant, moi j'étais pas là. Oui. Et mon papa et ma maman, ils s'aimaient bien. Eh bien, ben, je suis là maintenant, et mon papa et ma maman, ils s'aiment plus. Alors c'est moi. Et vous, ça c'est propre à des réactions d'enfants. Des réactions hyperaffectives qui ne sont pas forcément internes, mais qui sont provoquées par un contexte, dont le contexte médiatique est important. L'aspect émotionnel est très important. Il suffit d'aller dans des stades, dans des concerts, etc. Bref. Insatisfaite, frustrée, ou au contraire, c'est l'objet passionnel, émotionnel, compensatoire d'un moment, et le lendemain, c'est un effondrement. Il y a des âges sensibles pour ces phénomènes de radicalisation. Vous allez voir, il y a une radicalité normale et banale quand on est tout petit. Et puis après, il y a des âges sensibles, l'adolescence. J'ai commis un article justement avec les deux dont j'évoquais tout à l'heure le nom, Daliga et Pilios, un article sur le sentiment d'abandon chez les jeunes, le débit jusque 10%, la rage entre 12 et 14, et la haine après, au-delà de 16 ans. Et je vous assure, à ce moment-là, ça devient difficile de gérer. Il y a aussi d'autres âges sensibles. La crise de milieu de vie, la middle life crisis, créée par Jack. Et je vous tout à l'heure, très souvent, on a des parents en crise avec des enfants en crise. Ensuite, des conditions identitaires au niveau professionnel, etc. Tout ce qui peut affecter l'identité, tous les changements que les sujets peuvent vivre, qu'ils vivent ou qu'ils se provoquent. J'aurai l'occasion tout à l'heure de parler de quelqu'un qui faisait la fête. Et puis du jour au lendemain, il a une espèce de révélation et préoccupation identitaire, philosophique, et bon, il bascule complètement sur des aspects de radicalisation religieuse, mais ça peut être politique, ça peut être d'ordre sexuel, etc. C'est un problème de refonte des relations avec l'environnement, en plus ou en moins. Et cela, nous ne sommes pas forcément
très bons dans les approches. Alors je ne dis pas qu'il faut faire comme en Russie, où les enfants sont pris en charge et on voit beaucoup moins de situations comme celle-là. Mais quand ils en ont, je vous assure, c'est hard. Mais quand les jeunes sont païens, on les retrouve comme des crépelles, et il y a des petites voitures de la police avec des portes sur les côtés, et on les ramasse, les garçons et les filles, pour pas qu'ils se fassent agresser, etc. C'est quelque chose d'abominable. Il faut voir ça. Ça, on se sur le mouvement particulier. Les transformations personnelles avec les désirs absolus, des changements de statut dans la vie, dans la société, brutaux, des séparations, des décès, l'effondrement de certaines coutumes, quand on passe d'un milieu dans un autre, par exemple, quand on s'exporte. Mais surtout, ce que l'on a eu l'occasion de vérifier avec ceux avec qui j'ai travaillé surtout, un vécu d'incompréhension. Mais un vécu d'incompréhension qui, la plupart du temps, est réciproque. Ça aboutit à de la non-reconnaissance. On ne se reconnaît pas. On n'a plus l'impression d'être nés ensemble, se reconnaître. Et à partir de là, on en arrive souvent, comme je l'ai encore lu il y a très peu de temps, à des élections, d'église à la porte, qui se terminent comme, tout à l'heure j'ai eu un appel téléphonique, qui peuvent se terminer par un meurtre. Terrible. Alors, quand il y a des situations comme celle-là, on cherche des appuis. Alors on cherche par exemple les grands frères, on cherche des modèles. Alors chez les jeunes, c'est des pères. Chez les autres, c'est l'aspect religieux, c'est l'aspect médical, c'est l'aspect social. Toutes ces questions-là se posent. Toutes ces questions-là se posent en deux termes fondamentaux que Ricoeur a bien analysé. La différence entre le qui suis-je et le que suis-je. Beaucoup se posent la question du qui suis-je. On se pose beaucoup moins la question du que suis-je. Et tout ça, moi je l'ai analysé au fil du temps, j'aurai l'occasion d'en parler, d'ailleurs, ce qu'on appelle le locus de contrôle. Alors, quand vous allez au tribunal, vous entendez très souvent, c'est un garçon, une femme malheureux, il n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman, il n'avait pas de... Ça, c'est-à-dire qu'on renvoie tout sur la société. Ou alors, le sujet est plus familier. Ça, c'est le contrôle, c'est le locus de contrôle externe. Le sujet ne s'attribue aucune responsabilité. Tout est de la faute des autres. Ou alors, il est dans le contrôle interne, et là, c'est moi, c'est ma faute, la contrition. L'estime de soi, alors là, toutes les composantes de l'estime de soi que j'ai évoquées, Salem est là, il pourrait en parler aussi bien que moi, parce qu'on a travaillé là-dessus aussi. Et je disais tout à l'heure, le gros problème de nos sociétés, c'est l'apprentissage de la résistance à la frustration. Ça, bon, personnellement, on m'a demandé, là, dernièrement, d'émettre des avis, parce que vous avez dit qu'il y a des gens qui vont bientôt sortir, et on voudrait faire des expertises en une demi-heure. Alors j'aurais dit, si vous voulez faire un dépistage, locus de contrôle, et signe de soi, résistance à la frustration. Si vous voulez maintenant, allez voir au fin fond du très fond, du surfond de la personnalité de ces gens-là, et savoir leur dangerosité éventuelle, là, ça va au moins demander 3 heures. Et au moins 3 heures d'analyse ensuite des situations. C'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. Il faudrait... on ne peut pas faire. Et derrière tout cela, il y a l'impact des processus éducatifs. Éducaré tout seul. D'abord, la capacité à être seul. Actuellement, nos enfants, il y a des moments... J'étais pas loin d'une école il y a peu de temps. Si les parents pouvaient entrer jusque dans la classe avec leur voiture et déposer leurs enfants, alors, c'est la capacité à être seul, à la capacité de résilience. À l'occasion d'évoquer ça tout à l'heure. Et tout cela, ça se décline aux différents âges de vie. Et c'est là que, je crois, René Zazo m'a beaucoup apporté
je reconnais toujours ce que mes maîtres m'ont apporté. Entre 3 et 6 ans, le raisonnement de l'enfant, il est binaire. C'est le tout ou rien. C'est le bien, c'est le mal. C'est bien, c'est pas bien. C'est beau, c'est pas beau. C'est bon, c'est pas beau. Et c'est la loi du tout ou rien. Et, mais l'enfant lui-même, il se considère comme tout ou rien. On nous parle beaucoup d'égocentrisme, oui. Mais il y a l'égocentrisme positif et un égocentrisme négatif. Ou l'enfant est omnipotent, ou alors il se dit non, moi je suis nul, je fais rien. Et puis arrive derrière, mais s'il n'y a pas eu déjà à cet âge-là une attention particulière portée à l'enfant, une restauration de son image, qui est encore un peu différente, partirait pendant des heures, on en arrive à l'âge de la sociabilité. 6-7 ans. Là, il prend conscience d'autrui, des autres, autour de lui. Il a envie de partager, il a envie d'échanger, il a envie de coopérer. Ah ouais. Il peut très bien, histoire scolaire, il peut très bien échanger la grosse chevalière en or de son père contre un dépliant de chocobéenne. Bon, ça pose quelques problèmes entre les parents, mais c'est réel ce que je vous dis là, c'est pas. Bon. Et puis on en arrive normalement à la véritable socialisation. Soit autrui, avec la possibilité de l'ouverture vers un véritable sens citoyen, éduqué, éducable, le sens de la règle et de la loi. Et puis, d'un point de vue philosophique, ce que Manon appelait l'âge de la philosophie, 16 ans et plus, soit autrui, altruisme, les valeurs éthiques, humanistes, universelles, etc. Le problème qui se pose toujours, quel que soit le niveau auquel les gens aient pu parvenir, c'est un choc, dont ce que j'ai parlé tout à l'heure, avec à ce moment-là un risque de régression. C'est un problème. Ce sont les difficultés vécues. Et là, ils reviennent à une véritable socialité. Je dirais, c'est un peu le cerveau reptilien qui va prendre le dessus. Soit la conscience de soi, fondamentale, l'amour de soi. Là, on est dans l'émotion, avec progressivement une capacité de réflexion, mais on le voit très bien dans les expertises, lorsque on approche un peu la personnalité, au travers des réactions de prestance des sujets. La capacité d'analyse, la capacité d'acceptation, de décentration, soit avec des stratégies conscientes ou inconscientes, comme je disais tout à l'heure. Avec un niveau d'assurance de soi, mais un niveau d'assurance de soi fondé sur des stratégies réfléchies ou sur de l'intuition. Et c'est là un autre thème à aborder. C'est un gros problème actuel pour la France. Et des gens, des sujets réputés à haut potentiel intellectuel qui sont en échec. Pourquoi? Eh bien, voilà, on est là. Capacité de dépassement, capacité de sublimation. Arriver à la résilience. Savoir rebondir. Excusez-moi, mais j'étais enseignant, j'étais normalien au départ, donc ça a resté une préoccupation pour moi. Les formes de radicalisation et les véhicules éducatifs. Ça se retrouve dans tous les cas que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Retour systématique dans les entretiens aux repères éducatifs basiques. La culture maternelle. Alors là, on pourrait beaucoup parler des mères, là, dans les problèmes de radicalisation, la maman, etc. Elles aussi sont des mères, oui, mais les autres aussi. Mais elles n'ont voix qu'elles mères. Je ne vous dirai pas ce que j'ai pu avoir dans les consultations, justement, avec Marfoud Boussepsi, ou alors dont j'ai eu une consultation sur les récits à l'hôtel Mustapha Alger à ce moment-là. C'est là que j'ai véritablement senti cette culture maternelle avec les identifications primaires et cette identité primaire.
Mais cette identité primaire, il faut ensuite la remettre en cause. Et là c'est arriver à bâtir autour de l'enfant et l'amener à la cohérence externe et interne, la cohésion externe et interne, la constance interne et externe. C'est pas de moi, c'est d'Aristote. Tout cela pour en arriver à une véritable capacité de décentration intellectuelle et sociale. Et là, en quelque sorte, ce qui est, à mon sens, souhaitable, plutôt que de dire on va les embrigader, non, c'est de travailler avec eux. Et ils en sont capables. J'aurai l'occasion tout à l'heure d'aborder avec vous, ça va, je suis dans le temps. L'ouverture éducative, et c'est la liberté de choix. C'est travailler le sentiment d'appartenance, de groupe, de classe, d'ethnie, de genre, et de degré d'ouverture. Tout le monde en est capable. Sauf quand on est arrivé à des situations qui sont extrémistes, bloquées, extrêmes. C'est une question de culture et de décentration culturelle. Mon collègue de nous dirait c'est une question de mode d'appréhension de la différence. Et ça, c'est lutte. Alors, c'est une relativisation des valeurs, et moi je préconise souvent les jeux de rôle. Mais le jeu aux deux sens du terme. L'aspect ludique, mais aussi l'aspect mathématique de degré de liberté. Parce que les degrés de liberté, c'est la citoyenneté. La recherche, à partir de là, de valeurs éthiques, humanistes, universelles. Vous trouvez en face de sujets qui sont radicalisés et qui font appel à des valeurs éthiques, etc. Mais elles sont très sectorisées. J'aurai l'occasion de parler tout à l'heure quand j'évoquerai le cas des suivistes. Chez tous ces sujets-là, cliniquement parlant, vous trouvez l'existence systématique de carences ou de déficits à ces différents moments, puisque là, moi je travaille avec des tests. Je suis un grossier personnage, mais c'est comme ça. Alors, comment j'en suis arrivé à travailler ça? Eh bien, c'est bien entendu sur ce que j'ai vu en Algérie, qui m'a été, dans les années 80, il m'a été interdit, pas interdit, mais fortement déconseillé d'évoquer tous ces problèmes-là, pour ne pas créer le problème entre l'Algérie et la France. Ok? Je ne vais pas faire, bien sûr. Maintenant, quand vous en arrivez à des gens, ils ne sont pas nombreux, véritablement extrémistes. Là, vous avez affaire à une morbidité pathologique. Nous aimons la mort plus que vous n'aimez la vie. En général, chez ces sujets-là, mais ça n'est pas facile de les aborder, il y a un mal-être inconscient, profond et ancien. Il y a du stress, il y a des corps archaïques, il y a il y a une hypervigilance, des addictions. Très souvent, c'est des sujets qui ont une bonne intelligence intuitive, mais des scolarisations, des dérives sexuelles, ou au contraire une abstinence, après une vie dissolue, etc. Très fréquent. Des traits rigides, parano, plus ou moins structurés, voire psychopathiques. Leur jugement, il est faux, il est sélectif, il est hyper subjectif, il est très difficile d'aborder avec eux. Je vais après vous citer, je vais vous citer 3 noms. Je ne les citerai pas, mais je les évoquerai 3 personnes. Hypertrophie du moi, autophilie, obstination, l'effet palpage de la vie. Très poli, la plupart du temps. Ou alors, une politesse, mais méprisante. De l'autoritarisme, l'omnipotence, insensibilité, assurance égocentrique, etc. Méfiance, suspicieux. L'un de mes collègues et amis qui a failli se faire assassiner par quelqu'un qui était comme ça, il voulait assassiner quasiment tout le monde dans son escalier. C'est sa femme qui est venue amener la liste qu'il avait faite à un ami. Je le cite à vous, il est décédé.
Eh bien, c'est la police. Moi, j'étais venu voir, j'ai dit non, tu ne fais rien. Prends garde, il va te flinguer, ou il va te poignarder. Et souvent, c'est sur un fond de bonne intelligence. Alors, vous voyez, je vous disais, j'ai vécu, j'étais à l'université d'Alger, au conseil de faculté, pour représenter les coopérants français. J'avais à côté de moi un grand patron du FIS, le grand patron du FIS. Et je lui parlais en français, il me répondait en arabe, et je lui répondais en anglais en lui disant bah, écoute, tu peux au moins me répondre en anglais puisque ta femme est irlandaise. Et là, il me répondait en anglais, je l'ai répudié. Jamais. Le pire, c'était A, B, H. Lui, nous avons fait soutenir avec Boussefsi qu'ils ont assassiné, Aïd Zalia qu'ils ont raté, Michel Amirti, l'ancien président de Nanterre, et moi, le magistère de la femme de cet homme-là. Elle est restée 30 secondes sans pouvoir parler. Et puis d'un seul coup, elle a attrapé son pull vert, elle a déchiré, et elle a mis, elle a commencé à parler en détricotant son pull vert. Elle venait de... Lui était au premier rang, nous étions fusillés. Chapeau, cette femme. Beaucoup ont payé leur vie. Et puis, quand j'étais en Guyane, je me suis retrouvé devant un signalement qui m'a été fait par un autre adolescent, d'un garçon de 13 ans, fils de gendarme, dont la mère était gérante d'un magasin. Et ce garçon avait déjà tout monté, son voyage, rigidité, etc. Fils unique. Il avait tout préparé pour se barrer, et il faisait plus que son âge, etc. Là, vous avez affaire à des cas qui sont difficiles. La grande majorité des citoyens, alors ceux-là sont relativement rares. La grande majorité, ce sont les suivistes. Alors ceux-là, on vous dit, mais c'est pas possible, hein. C'est mon voisin, j'ai vécu avec lui pendant... Jamais j'aurais pu penser que... En fait, ils ont des vécus normalo-névrotiques. C'est-à-dire qu'ils sont normaux, mais ils ont une personnalité de surface, et quand vous avez recours à des techniques projectives, là, vous voyez qu'il y a des problèmes dans leur personnalité de fond. Ils sont anxieux, et ils ont des traits pathologiques que je vais évoquer après. L'inconscient avec une fixation orale, anale, phallique, narcissique, etc., avec des tendances masochistiques, sadiques, masochistes ou psychopathiques. Ils ont connu une enfance souvent instable, troublée, avec des perversions et des addictions. Et là, ils présentent des traits pathologiques très spécifiques. Névrotiques divers, phobiques, hystériques, obsessionnels, rares, psychopathiques. Là, quand on les a en face de soi, en expertise, même, surtout quand on leur propose des projectifs, là, ils sentent bien qu'on arrive, qu'ils ne peuvent pas maîtriser la situation. Ces sujets passent à l'acte sous l'influence de l'angoisse en période d'acmé de l'existence, période de crise. Et là, je peux vous dire que les recruteurs savent très bien percevoir ces périodes sensibles, intuitivement parlant. Et puis, ce sont des gens qui se répandent sur Internet, qui posent des questions, etc. Et on les repère et on leur promet tout un tas de choses. Là, c'est le cas d'un jeune que j'ai vu à la prison d'Osny. Là, il y avait une rivalité, je dirais, à la limite pathologique avec une sœur, cadette. Un garçon qui avait un bac +3, mathématiques informatique, qui avait été pris dans une histoire de go-fast, et il suivait une voiture qui transportait de la drogue. Un autre, là c'est la maison d'Arras, tatoué, boule à zéro, tatoué, etc.
Il m'a dit, moi, 17 ans de placard, je suis foutu. Non. Vous n'avez pas 40 ans. Alors je lui ai expliqué. Et quand je suis retourné 6 mois après à la maison d'arrêt d'Arras, la directrice adjointe de la maison d'arrêt m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à cet homme-là? Bah, je lui ai écouté, je lui ai parlé. Il ne voulait pas s'asseoir. Il a fini par s'asseoir. Il a été surpris qu'on a passé 2h30 ensemble et j'ai fait tous les examens, etc. Et je me suis rendu compte du fait que, bref, on ne peut pas dire trop. Au Havre, maison d'arrêt du Havre, un jeune de 23 ans. Lui, le problème, c'est son incapacité à gérer la santé de sa mère. Et là, c'était un phénomène extrêmement douloureux. Et il était en train de tomber sous la coupe d'un imam qui avait très bien saisi le mal-être de ce garçon, qui avait été transféré parce qu'il avait été pris dans une histoire à la con, si vous me permettez l'expression. Et comme on ne pouvait pas les mettre tous dans la... Voilà, il s'était retrouvé au Havre. Il s'était retrouvé au Havre sans affaires personnelles, rien du tout. Bref. Une femme qui, elle, souffre d'un strabisme très important. Et elle est extrêmement... quand elle a l'impression que vous la regardez, elle est extrêmement agressive. Je suis arrivé à, si vous me permettez, dévier la conversation en lui disant que on allait pouvoir essayer de faire quelque chose pour la petite fille qu'elle avait, etc. Bref, je passe sur ces problèmes-là. Et j'en viens au troisième type. Alors, vous allez voir, il y a des... ça se combine après. Les nihilistes. Alors, eux ont des traits psychiques hystériques. Alors là, c'est le théâtre. Il suffit d'aller sur certains marchés pour voir. Bref. Théâtraliste, mythomane, suggestible, plasticité psychique, ostentation, réaction de prestance, tout y est. Et quand vous les avez en face de vous, au niveau psychologique, ce sont des sujets qui ont recours à l'imaginaire pour contrecarrer leurs insatisfactions de la vie réelle. Ils ont un désir d'absolu. Ils veulent tout réussir. Et ils ont l'impression de ça. La perfection religieuse comme une autre. Et bien entendu, ils vous montrent que la vie terrestre, pour eux, n'a pas beaucoup d'intérêt. Et ils sont truffés d'images de martyrs, et ceux qui les manipulent, les font passer à l'acte dans des mouvements paroxystiques qu'ils savent très bien repérer. Et puis il y en a de temps en temps qui se dégonflent et qui mettent la ceinture dans une poubelle. Ok. Bon. Point d'interrogation. Je ne l'ai pas expliqué. Vous avez toujours chez ces sujets-là un fond d'angoisse et de doute de soi. Ils apparaissent comme ça, mais au fond, il y a le doute. Et ils cherchent à se rassurer sans y parvenir dans la relation à l'autre et aux autres. Mais en essayant de s'imposer. Et là, il y a un gros décalage entre l'estime de soi, entre le qui suis-je et le que suis-je. Ils ont des attentes identitaires réelles, de fond. Et puis, ils donnent des réponses factices au travers de l'avoir et du paraître. Et au fur et à mesure, ça monte. Et puis, ceux qui savent très bien les manipuler peuvent très bien les faire passer. Je vous prends l'exemple d'une adolescente. Elle n'est pas en noir, elle. Non, elle est toute en blanc. Mais une blancheur transparente. Elle est plus déshabillée qu'habillée, étant voilée. Elle a un frère qui se veut prédicateur. Alors, vous voyez, ça fonctionne comme ça. Et c'est une espèce de surenchère entre eux. Avec les filles, c'est souvent ça. D'autres, par exemple, on arrive à vous dire moi, de toute façon, j'ai été pris, c'est pas moi. Je prends un exemple,
Mais attendez, je lui dis, mais vous avez fait une bêtise, vous vous êtes coupé, il y avait des gouttes de sang. Gouttes de sang. Tragédie éthique. Aucune importance. On ne peut rien faire contre moi, je ne l'ai pas signé. Voilà le type de raisonnement que peuvent avoir les sujets. À côté de ça, vous en avez qui sont de l'autre côté. Celle-là, je vous assure, elle n'était pas nihiliste, elle m'a profondément marqué. Je vais être grossier. Mais elle l'a été. La dernière intervention que j'ai faite en Algérie, la veille de l'assassinat de Mahfouz Bouchepsi, dans le magistère de recherche, les femmes sont entrées pour le cours. Les gars ne sont pas entrés. Ils sont entrés en retard, en déplaçant des chaises, etc. J'avais remarqué cette fille voilée en noir sur le côté. Une demi-heure avant la fin de l'intervention, les gars se sont levés et sont partis. Les filles sont restées jusqu'à la fin, je termine mon intervention, etc. Bon, les trois collègues me remercient, sans Béquidèche, etc., avec laquelle j'étais le lendemain quand ils ont eu Bouchepsi. Et cette fille ne bouge pas. Celle qui est derrière moi. Bâchée, comme elles disent entre elles. Et les enseignantes ont très bien vu qu'elles voulaient me parler. Donc elles sont sorties. Elle se lève, elle s'approche de moi, elle me dit « Vous voyez, monsieur, comment je suis là? Moi, c'est ma 6e année à l'université. Si je n'étais pas mise comme ça, je n'aurais pas eu le droit d'aller jusqu'au niveau du magistère. Mais maintenant, monsieur, on est au début du mois de juin. Eh bien, au mois de juillet, je passe au Maroc. Je passe en Tunisie, je passe en Italie, et puis après, ils iront se faire voir. Comme ça. Je fais le geste. Voyez-vous, elle était, elle aussi, dans une radicalité complètement opposée. Et ça, je vous assure que des choses comme celle-là, ça me marque. Alors, j'en termine. Estime de soi, locus de contrôle. L'estime de soi, c'est ce qui doit véritablement être travaillé. C'est vraiment ce qui doit être accompagné. Et réellement, c'est ce qu'on préconise dans la formation des enseignants, des éducateurs, enfin, tout poil. Voilà, c'est ce que j'essaie de voir avec l'école de la magistrature de Bordeaux. Comment aussi arriver à débloquer des situations quand on est revenu à des situations binaires. Travailler aussi le locus de contrôle. Le locus de contrôle, il évolue entre 3 et 17 ans. Travaux de Rother, en particulier, les travaux d'Oléron, avec qui j'ai travaillé aussi. Le locus interne et le locus externe sont présents chez le petit. Mais la plupart du temps, on excuse beaucoup le petit. Mais tout cela doit arriver à s'équilibrer. Ce qui vient de l'extérieur, à condition qu'il y ait des repères concrets. Pourquoi j'insiste tellement sur ces repères concrets? Et l'accès à la résilience. J'ai eu l'occasion de me faire soutenir plusieurs habilitations avec Boris Cyrulnik, et on a en particulier l'habilitation d'un haïtien très intéressant sur ces problèmes-là. Ça se travaille, et ça se travaille à tous les âges. Bien entendu, ça se travaille plus facilement jeune, mais jusqu'à 40 ans, ça se travaille. Et au-delà, même encore. Et c'est là le problème, c'est que des gens qui sont emprisonnés très longtemps, quand ils sortent, ils n'ont plus de repères par rapport au locus de contrôle. Alors, voyez-vous, ça permet d'introduire des variantes sur les 3 types que j'ai cités. Parce que vous vous trouvez face, surtout avec les suivistes, face à des types
de radicalités différentes. Ils sont un peu religieux, un peu professionnels, un peu société, un peu individuel et des situations familiales, de divorce, de séparation, etc. Et ça arrive à des situations qui se bloquent. Résistance à la frustration. Jeu de rôle. Jeu de rôle, les Grecs sont bons. J'ai l'occasion de diriger des thèses de Grecs sur ces problèmes-là, et j'utilise beaucoup la mythologie, comme par hasard. Ils utilisent beaucoup les jeux de rôle. Faire entrer quelqu'un dans le jeu. Au début, vous avez des sujets qui ne veulent pas entrer dans le jeu. Et les amener progressivement sans les forcer à entrer dans le jeu. Dans le jeu, dont je vous ai bien dit qu'il y avait les deux composants à prendre, l'aspect ludique, mais aussi les degrés de liberté. Parce qu'on en arrive à la résilience citoyenne. Que peut accepter ou ne pas accepter le citoyen? Alors, quelle préconisation pour être prise en charge? Là, ça demanderait encore de longs développements. Un constat d'abord, des constats, des radicalisations, des types de syncrétisme. Le syncrétisme, c'est le fonctionnement selon des apparences. Mais ça n'est pas la réalité. Bien souvent, dans les entretiens, dans le qui suis-je et que suis-je, tout ce qui n'est pas de tests conscients et de tests inconscients, et ensuite on voit s'il y a une concordance entre les choses. Toujours vous trouvez, chez ces sujets qui sont en souffrance difficile, un dévoiement de la maturité éducative personnelle. Dans la maturation. La maturité et la maturation. Il y a eu un problème d'autorité parentale, par excès ou par défaut. Encore une fois, le cas d'une étudiante qui vient me dire, voilà, problème, mes deux enfants ne veulent plus revenir de chez la nourrice. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, à la maison, c'est pas facile. Ah, bon, d'accord. Je dis, tu vois, tu as intérêt à te mettre bien d'accord avec ton mari, parce que éduquer un enfant, c'est se tromper. Mais vous avez intérêt à vous tromper de la même façon. Soyez cohérents. S'il vient te dire, dis maman, ton pull vert, il est rouge. Oui, mon pull vert, il est rouge. Il va voir papa, et papa lui dit non, il est grenat. Qui a raison? Et on en arrive à des conflits de loyauté, etc. Manque de sens de l'existence. Depuis l'inscription originelle, et là, toute la suite. Mais là, il y a le vécu des sujets et la réalité des faits. Un vécu n'est pas la réalité, automatiquement. La place des sujets dans la constellation familiale, sociale, migrante. Le sentiment d'abandon éducatif et social. Là, c'est l'école, très souvent. Une thèse sur ces problèmes-là qui a été faite dans comparaison Vimeux, dans le Vimeux, rouge et vert. Des ruptures brutales dans la structuration personnelle, à la suite d'une maladie, à la suite d'un accident, à la suite d'échecs non compris, non analysés. Et alors à ce moment-là, on fait appel à la puissance magique. C'est l'enseignement que j'ai reçu de Simon Long. Nous résistons, nous créons de la résilience si nous sommes capables de faire appel à des mythologies d'attente pour passer les moments difficiles de notre existence. C'est important. Mais quand on n'y arrive pas, eh bien, on se vit entre martyrs, souvent à sang-froid, et justiciers, divins, déshumanisés. Mais la plupart du temps, non pas directement par des bras que l'on arme. Petite anecdote, j'ai eu à voir, il y a 1 an et demi, des jeunes de Calais. Et parmi ces jeunes, j'ai vu un garçon qui avait 12 ans, un petit Afghan,
qui voulait être boxeur, champion du monde pour la France. Ses parents, en toute confiance, confiaient cet enfant-là au frère de la mère pour aller à la mosquée le matin. Et un jour, le père rencontre cet enfant-là dans la rue, qui portait un sac. Bah, il dit, je te croyais à la mosquée avec ton nom. Bah non, tonton, il m'a envoyé porter un colis. Le gamin portait une bombe. Le père et la mère se sont débrouillés pour le confier à un passeur, parce qu'ils ont dénoncé l'oncle et le beau-frère, et le frère. Les deux filles, les deux sœurs de ce garçon ont été enlevées, et les parents ont été assassinés. Et le gamin était seul en France. Être, avoir, paraître, ça pourrait être une autre discussion. Alors, prévenir, éduquer, là je ne commenterai pas. Observation continue des jeunes et des moins jeunes. Il ne faut pas avoir peur de communiquer. Mais regardez le type de communication dans la société actuelle. Est-ce qu'on parle des problèmes d'évolution des statuts et des rôles? Est-ce qu'on analyse véritablement? Actuellement, les neurosciences s'intéressent beaucoup à ces problèmes d'empathie, que l'on peut cartographier physiologiquement parlant. L'accompagnement de la quête de sens. Dès la maternelle, les enfants se posent des questions. Question qui m'est posée par un enfant de 4 ans. Dit, c'est quoi un papa, c'est quoi une maman? Bah oui. La maman, dans un village de la Somme où on produit beaucoup de betteraves, 5 enfants, 4 pères différents. Citoyenneté, éducation à la citoyenneté, laïcité, privé-public. Là aussi, ces questions-là se posent. Et puis, en 2001, le 21 janvier 2001, quand dans le grand amphi de l'hôpital Nord, avec la grâce, j'ai eu l'occasion de faire appel à ces aspects-là. Méfiez-vous du numérique. Méfiez-vous des écrans. Sur 214 personnes dans la salle, il y avait 7 personnes qui étaient d'accord avec moi. Où en est-on? Parce qu'on fabrique des enfants qui n'ont plus le sens de la réalité temporelle et spatiale. Mon ami Alberti était là, il pourrait vous en parler. Alors, beaucoup de pays s'intéressent à cela. La Russie, la Suède, l'Allemagne, l'Italie, énormément. L'Italie, dès les crèches. Michel Alberti travaille avec l'Université de Bologne, c'est quasi systématique actuellement. Et on le montre. Et alors, bien entendu, les derniers travaux en neuroscientifique montrent que l'aspect rythmique musical a un effet extrêmement structurant au niveau mental. Configuration à voir. Pour réfléchir pour la route, les transformations réelles et profondes naissent des critiques radicales, des refus affirmés et des voix qui ne cassent pas. Michel Foucault. Il ne faut rien casser. Il faut prendre le temps. Et là, actuellement, je suis confronté à cela. Les propositions, ça leur plaît, mais je ne suis pas l'équiduc dans ce qu'on me demande. Moi, je refuse. Pas. La radicalisation est une réponse non éduquée à un vécu de frustration. Nous sommes tous des sujets frustrés. Mais si Boris Cyrulnik était là, il pourrait beaucoup mieux vous expliquer comment il s'est forgé ce qu'il est devenu, dans une simplicité absolument extraordinaire. Et pour terminer, l'une des dernières phrases écrites par mon ami Saïd Megbel. C'est l'encre qui doit couler, pas le sang. Son dernier écrit, que vous pourrez retrouver parce qu'il est célèbre, il a fait le tour du monde, c'est
les cris du journaliste qui rentre chez lui le soir par des chemins détournés, jamais les mêmes, etc., pour éviter les coups de couteau ou les balles, etc. Finalement, ils m'ont mis 2 balles dans la tête à midi. Merci de votre attention. Voilà. Merci, oui. Je ne trouve plus le... Ah, où l'ai-je mis? Ça, c'est typiquement moi. Bon, écoutez, je vais passer ici. Voilà, bon, écoutez, après cet exposé, il y avait beaucoup de faits, il y avait effectivement des analyses. Je suppose qu'il existe, vous avez beaucoup de questions à poser, soit des éclaircissements, soit des remarques à faire afin d'ouvrir, n'est-ce pas, un débat. Oui. Je commencerai par vous dire que les questions que j'aime le mieux, c'est celles auxquelles je ne peux pas répondre, parce que comme ça me force à réfléchir. Devant. Que personne ne sorte. Oui, excusez-moi, je suis très maladroit. Voilà. C'était hold-up. Oui, en situation de déstabilité. Je risque effectivement d'être sensible aux radicalisations. Bon, alors n'en profitez pas. Voilà, bien comme bien, monsieur. Voilà. Merci. Oui, je vais commencer par citer ma source. Alors, on est le 12 septembre 2001. C'est le jour d'après l'explosion des 2 tours. Et puis, évidemment, sur les antennes, notamment en France Culture, que j'écoute. Pourquoi, la grande question. Et là, je crois que j'ai entendu, et de très très loin, la meilleure de toutes les explications. Il y a quelqu'un qui cite un chercheur californien qui a écrit en 1938, il écrit la chose suivante, et il dit si l'on suscite sans vergogne l'envie dans les populations, alors on peut s'attendre à ouvrir des portes sur des ennuis très sévères. Alors, si je peux continuer un peu, de l'envie, on passe à la frustration. Hein. Et puis alors, on peut se demander pourquoi la frustration. Alors, peut-être que c'est parce que le sujet a choisi un modèle extrêmement difficile, voire inatteignable. Moins il est atteignable, et plus il est enviable. Voilà. Et donc frustration. Hein. Mais alors, il y a, dans notre littérature occidentale, il y a quand même un sujet, plutôt un personnage de roman, c'est Don Quichotte, pour qui la frustration n'existe pas, parce qu'il va vivre son modèle, le modèle qu'il a, entre guillemets, choisi, parce que je ne sais pas, ça lui tombe un peu comme des cheveux dans la soupe. Voilà, vivre. Qu'est-ce qu'il y a de plus enviable pour Don Quichotte? C'est vivre la vie d'un chevalier errant des temps anciens. Il a attrapé cette idée en lisant un livre de chevalerie. Voilà, mais il y a un contre-exemple, et vous avez cité les Grecs, et alors le théâtre grec, il y a le contre-exemple, c'est Antigone, qui va susciter les meurtres suicidaires, pas les meurtres, non pas Antigone, mais les comportements suicidaires dans toute sa parentèle. Voilà, merci. Oui, mais alors là, vous levez, d'accord à 200%, hein, parce que là, on a levé ce problème-là des agressions. On pourrait aussi lever le problème du retournement de l'agressivité sur soi. J'ai dit ça à un recteur il y a quelques années, il n'avait pas compris. Parce qu'il parlait justement de l'agressivité des jeunes, des violences à l'école, etc. Il dit attendez,
vous ne comptez pas le retournement de la violence des jeunes sur eux-mêmes. C'est le garçon que je parlais tout à l'heure, Elios Sabou, qui a travaillé sur ces problèmes-là. Ça va, ce sont des conséquences. Mais ce que vous citiez par rapport à ces aspects d'objet, là, bon, en vous écoutant, j'avais l'impression d'entendre parler Gilbert Simondon. Gilbert qui nous disait trivialement ah mais plus ça va aller, plus on va vous faire des machines absolument 5e, 6e génération, des machines qui font des machines, qui font des machines, qui font des machines. Bon. Et votre machine à laver, vous avez chez une machine à laver 84 programmes, vous allez vous servir de 3, il y a 81 pour faire des pannes. Prosaïque. Oui, d'autres questions oui. Je vais essayer de poser un peu le problème inverse. On est tous un peu frustrés. Heureusement. Voilà. Et pourquoi n'est-on pas tous un peu radicalisés? J'espère que nous le sommes quand même un peu. Et dans quel domaine alors? Parce que vous avez exposé la radicalité ou la radicalisation d'une façon quand même assez grave. Alors, si on est tous un peu radicalisés, je m'inquiète de notre avenir. Alors, nous sommes radicalisés, mais nous avons un locus de contrôle équilibré. C'est-à-dire que nous sommes capables de faire la différence entre ce qui vient de nous et ce qui vient de la société, ou de l'environnement, etc. Et nous sommes capables de peser le pour et le contre. Dans ces suivistes-là, parce que c'est cela, les normalos névrotiques, ceux qui les déclenchent, repèrent très bien qu'ils sont en difficulté particulière sur une thématique ou des thématiques particulières à un moment donné. Nous avons tous, mais nous avons aussi, par notre éducation, justement les moyens de résister à la frustration, c'est notre structuration de base, ce sont nos identifications de base qui forment notre personnalité, qui est toujours en refonte. Mais on n'a pas tous la même structuration. Alors n'importe quelle heureusement, structuration... Non, mais chacun a sa structuration, son type de structuration. Vas-y. Julien. Oui, allez-y, prenez le micro. Oui, je l'ai vu. Non C'était au plus proche. Non, j'avais envie de dire, au niveau de l'éducation, oui. Est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu radical, si j'ai bien compris, au niveau d'une bonne éducation pour ses enfants? Il faut savoir un petit peu convaincre. Alors, peut-être que je m'explique mal, mais apprendre la frustration à ses enfants, il faut un peu qu'on soit debout, pas chiffre-molle, et qu'on ait des idées, j'ose pas dire radicales, mais il faut... Non, mais l'aspect structurant qui est très important. C'est l'aspect structurant qui est très important. Il faut rassurer. Ah, mais comme je vous disais tout à l'heure, éduquer un enfant, c'est se tromper. Mais on a intérêt à se tromper et qu'il sache. Bon, écoutez, allez, je me balance. Nous sommes autour de la table. Il y a Hélène, il y a Laurence, il y a Françoise et il y a Jean-Michel. L'après-midi, Hélène et Laurence se sont frictionnées. Elles ont chacune leur chambre. Bon. Et bien entendu, Françoise va pour faire la paix entre elles deux. Qu'est-ce qui se produit? En 20 secondes, elle a les deux sur le dos. Et moi, je ne bouge pas. Le soir à table, je leur dis, ça y est, la paix est revenue, l'ONU a dû intervenir. Cet après-midi, j'ai entendu parler d'un conflit mondial, alors bien entendu Hélène, qui comprend, elle me dit, mais ça ne m'étonne pas. Toi, tu es tellement lâche. Ben, je dis, bien sûr, moi je suis lâche. Mais malin. Je savais très bien que si j'allais mettre le doigt, ça allait... Non. Malin, bouge pas. Qu'est-ce qu'on serait tranquille si on avait des parents qui n'étaient pas intellectuels. Ça, non. Et elle ajoute, là, excédé quand même,
c'est pas possible d'être tous les deux psychologues et d'être aussi con que ça. Et je lui réponds, mais tu as une chance extraordinaire, ma fille. Tu as trouvé la définition de ce qu'est quelqu'un qui est con. Et demain, quand on va te parler d'un con, tu diras, je sais ce que c'est, on a 2 prototypes à la maison. Et c'est arriver à les désamorcer sur des choses comme ça. Et les enfants adorent ça. Et eux se la jouent après. La plupart du temps, c'est arriver à les désamorcer sur des crispations qu'ils peuvent avoir quand ils peuvent tout petits en particulier. Ça, c'est très important. Et là, malheureusement, il y avait un pédopsie qui était là tout à l'heure, il est parti, c'est un champion pour ce genre de choses, Guy Goulouret. Mais là, c'est vrai qu'il faut être structurant. Non, c'est important. C'est important. Il faut être structurant sur ces fameux repères d'espace et de temps, chez les tout petits. En Russie, c'est systématique. Estomaqué. Nous étions 4 profs de psychologie, nous n'en croyions pas nos yeux. Rostov sur le dos. C'est pas étonnant qu'ils ont 8 fois plus de matheux et d'ingénieurs que nous. Nous, on a un de temps en temps, ils portent des lavalières, etc. Mais on les remarque, mais à part ça, eux, ce sont des colonies. Hein. Monsieur le professeur, j'ai beaucoup apprécié votre analyse, même si analyser, c'est peut-être déjà être complice, surtout sur la psychorigidité, c'est-à-dire être poli et en même temps méprisant. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs dans certaines écoles amiénoises comme la Providence. Mais peut-être que on s'attend aussi à autre chose de tout votre savoir, c'est-à-dire que là, vous nous montrez un aspect de la radicalisation, celle qui est mauvaise, c'est celle qui est omise par tout le monde, celle qui n'a pas le droit de citer. Mais il y a une radicalisation qui est fort bien tolérée par notre société française, on ne sort pas de l'Hexagone, celle des catholiques qui sont allés agresser dans des cliniques des femmes pour qu'ils voulaient se faire avorter. Celle qui actuellement, personnes qui agressent des bouchers, des boucheries et des restaurants au nom d'une certaine forme de nourriture. Non, mais est-ce que ces gens-là entrent bien aussi dans votre analyse? J'ai dit que là, j'aurais pu intervenir sur ce qui est en train de se produire avec les 9+1 de Corse, etc. Mais on en a partout. Moi, j'ai vécu 7 ans dans cet univers extrêmement trouble en Algérie. Vous savez ce qu'ils m'ont dit quand je suis parti? Le problème avec toi, c'est qu'on n'est pas arrivé à mettre un cadavre dans ton placard. Je suis allé faire de nombreuses missions après au Liban, des endroits où il fallait se coucher sur le plancher de la voiture parce que de temps en temps il y avait une rafale qui partait, etc. Bon. Là, ça s'acquiert avec, comme je disais tout à l'heure, le mode d'appréhension des différences. Mais je sais aussi être radical dans certains domaines et je crois qu'on a peu près les mêmes. Enfin, mais je me modère, je me tempère. Bonsoir. J'ai une question pour revenir sur l'éducation des enfants, les petits, je pense à ceux qui sont en maternelle ou à l'école élémentaire. Moi, j'ai vu fonctionner quelque chose qui m'avait semblé extrêmement intéressant, qui est l'installation dans les écoles où il devrait y avoir 5 classes par niveau, de 5 classes multi-âges. C'est-à-dire que dans toutes les classes, il y avait des petits et des grands. Et des classes qui fonctionnaient aussi selon des principes d'apprentissage de la démocratie, avec des conseils, des réunions d'élèves, la prise en charge des plus jeunes par les plus grands, enfin, etc. J'avais trouvé ça extrêmement intéressant, d'autant plus que c'était dans une zone classée zone violence, c'était sur le plateau de Creil, c'était une petite école coincée entre 2 immeubles. Et les instituteurs avaient mis, les professeurs d'école. Vous avez peut-être connu une directrice d'école qui s'appelait Fanou.
Et donc, non, c'est un monsieur. Non, pardon. Et donc, j'avais trouvé que les résultats obtenus, puisque j'avais eu l'occasion de suivre ce projet, étaient remarquables. Bon, je sais que ça a été aussi, théorisé par un professeur d'école de Montpellier, qui est M. Konak. Et ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il n'y ait pas du tout... ça a été, ça a été mis en route par les enseignants, sans aucun moyen, simplement par leur propre volonté. Ça a été enregistré comme expérimentation, ça a été testé comme valide, et pourtant on ne décolle pas là-dessus. C'est-à-dire qu'on continue à fonctionner comme on fonctionnait il y a 50 ans, alors que pour l'avoir vu fonctionner ce type de classe, c'est remarquable dans la lutte contre la violence et pour l'apprentissage des solidarités et de la citoyenneté. C'est-à-dire que la première fois que je suis allée dans cette école, j'ai été allée en visite, je me suis retrouvée au moment de la récréation et il n'y avait absolument pas un bruit, alors que c'était une école construite dans les années 50, donc assez bruyante. Et les enfants, ils sortaient tranquillement des classes, ils jouaient tranquillement dans la cour, il n'y avait pas de hurlement, il n'y avait pas de bousculade. Et c'est pas parce que j'étais là, puisqu'ils ne savaient pas que j'étais là de toute façon. Et ce que je regrette, c'est que l'éducation nationale n'ait pas essayé de généraliser ce genre de choses, parce que ça ne coûte pas plus cher finalement de répartir tout le monde. Si, ça coûte en formation des enseignants, bien sûr. Oui, ce que vous évoquez là, c'est un peu le vécu des anciennes classes uniques. Oui, sauf que là, c'était dans des endroits où il y a beaucoup d'enfants. Oui, bien sûr, on les dit. Voilà, oui, bien sûr. Mais effectivement, ce brassage, à mon sens, il est très important. Et c'était doublé aussi d'une systématisation de conseils dans les classes. Il y a tous les matins un moment de discussion des élèves pour régler les conflits. Mais cette espèce de pillage entre les enfants, il y a des pays, à Cuba, par exemple, ça se pratiquait pas mal, au Brésil, dans certains coins aussi. C'est un apprentissage sur du vécu, sur du concret. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un problème de vécu derrière. À Maripasoula, la plus grande commune de France, 94 000 hectares, c'est en Guyane, eh bien, je vous assure que les jeunes, il y a une solidarité, il y a une ouverture, une compréhension qui m'a littéralement estomaqué. Voilà, je ne peux pas plus en témoigner. Ce problème-là se rencontre. Il y en a d'autres. Il n'y a pas cela. Et très rapidement, classe unique, morale et tout, on a connu ça il y a 50 ans, vous l'avez dit. Bon, je ne veux pas faire le 68, on a tout viré, c'est bien, c'est pas bien. Bon, enfin bref, là ma réponse. Parce qu'à Creil, on a aussi connu autre chose. Hein. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. D'autres... Oui, là, j'arrive. L'école dont je parle, c'est l'école multiculturelle, multiprofessionnelle. il faut que ce soit super encadré, compétent. C'est un travail que les instituts Attends, de formation. Oui, je vais peut-être sortir du sujet, mais je pense que non. On a traité, vous avez traité du problème de radicalisation, mais je suppose que ça a un rapport quand même avec les attentats que nous avons subis en France. Je le suppose. Alors, oui, vous avez traité bien sûr des problèmes d'éducation, de société, des problèmes dus aux nouvelles techniques, aux nouveaux moyens, aux médias, etc. Mais ces fameux attentats, ils ont quand même été... je vais abréger parce que... c'est à croire que je vais dire les djihadistes, mais je devrais dire autre chose, envoient quand même des marches à suivre, presque des notices sur les moyens de faire les attentats.
Alors, le problème de radicalisation que vous avez traité, il se limite aux problèmes de société. Non, absolument pas. Mais vous n'avez pas abordé à aucun moment je dirais les notices, comment s'y prendre pour faire un attentat qui vienne. Ça n'était absolument pas mon propos. Non. Ça n'était absolument pas mon propos. Et justement, je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses-là. Moi, j'ai essayé de faire comprendre qu'on peut être dans la radicalité, on peut devenir radicalisé sans entrer dans des aspects. Ce type de radicalisation actuelle, on l'a vu dans un autre moment d'histoire, et tout à l'heure, vous l'avez en introduction l'a abordé, ça évolue. Ça répond actuellement à un temps historique, dans une configuration particulière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut devenir, et comment ensuite on peut prendre, parce que là, c'est une question qui m'est posée depuis un mois à peu près, comment on peut traiter ces sujets-là, comment on peut les prendre en charge, comment on peut les éviter aussi en amont l'aspect prévention, comment on peut éviter, comment on peut éduquer. C'est ça le problème. Moi je suis psychologue, je suis clinicien. Ces gens-là, je peux vous dire, j'ai un protocole pour les examiner. Il me faut au moins, par exemple là, on me demande comment on pourrait faire. Il y en a 640 qui vont être libérés. Comment on peut faire? Moi je sais faire. Mais au moins 6 heures par personne. Au moins 3 heures d'examen et 3 heures ensuite d'analyse, évidemment. Mais j'utilise des techniques, il faut 7 ans de formation pour arriver à les utiliser à bon escient. C'est tout. Et quand on me dit qu'il faut faire ça en une demi-heure, je leur dis bon, ok, on fait un locus de contrôle, on fait des styles de soins, on fait un test de résistance à la frustration, point. Vous avez un dépistage, mais vous ne saurez pas pourquoi il est passé à l'acte, et vous ne saurez pas s'il est dangereux, s'il est dans une dangerosité telle, mis dans telle configuration, il est à nouveau capable de passer à l'acte ou pas. Et là, je vous ai évoqué le jeune d'Osny, j'ai signalé, et à ce moment-là, puisque c'était dans des box et non pas comme à la maison d'arrêt d'Amiens où on est dans les cages de verre, mais celui qui surveille les box, il entendait tout, il me dit, nous, il y a un imam, ça fait 1 an et demi qu'il est là, il fout la merde partout, on le signale et il est toujours là. Sur le Havre, c'était un phénomène, un autre phénomène. Et là, le garçon, quand j'ai abordé le problème de sa mère, j'ai senti que j'avais gagné. Celui d'Arras me dit, quand je suis retourné 6 mois après, la directrice adjointe de la maison d'arrêt me dit, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Je lui avais tout simplement parlé. Je lui avais dit qu'il n'était pas foutu, malgré ses 17 ans de placard. Et je lui ai dit, voilà, vous devriez faire ça. Il l'a fait. Moi, c'est tout. Je suis limité dans ce que je peux faire. Oui, monsieur mon professeur. Une petite question tout simplement. Vous avez parlé de la communication, mais est-ce qu'en France, il n'y a pas vraiment ce problème de communication avec ces jeunes? Comment peut-on former les enseignants ici de façon à parler correctement avec ces jeunes? Et ici, la communication passe par la maîtrise de double langue, double langage. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de créer vraiment des centres capables de suivre et les enfants et les enseignants formateurs? Parce que le problème aujourd'hui dépasse les limites du simple, peut-être, on peut dire quelques emails. Mais est-ce que la manipulation, ça passe pas par la communication? Et je vous remercie. Oui. Tu soulèves un problème important, qui est le problème de la formation des enseignants et des éducateurs. J'étais normalien, 335 au Jules Barny, à Amiens, 1955-1959. Quand je suis sorti, je savais tester un enfant. Je savais même
des petites épreuves de personnalité, professeur Scalard, et actuellement, ce n'est absolument plus du tout le cas. Et après, il ne faut pas vous étonner que les enseignants soient mal pris avec des jeunes qui sont très intuitifs, qui connaissent leur droit, d'élèves, pas leur devoir, hein, mais ils connaissent leur droit. Ils sont appuyés par les parents, souvent, etc. Ça pose problème. Et c'est un gros problème, de formation. En France, c'est un gros problème de formation. Il suffit de regarder la formation. Bon, d'ailleurs, je parlais de la Russie, nous avons été quand même extrêmement surpris, à 4, de voir des enfants russes capables de dessiner des sujets en 3/4 profil à 9 ans. Après, mais oui, mais ces repères spatiaux, ils les ont. Et après, ils nous ont dit, si vous voulez, on vous mène voir l'école de musique. C'est qu'un dimanche matin, tous les enfants étaient là, les parents aussi étaient là, les enseignants aussi étaient là. Et puis, pourquoi je m'enquiquine encore à 78 ans à prêcher dans le désert et à faire mettre en cause tout ce que je peux dire, même par les collègues? Une question? Après, je pose une aussi. Oui, voilà. Bon, ben alors sur la Russie, il y a aussi le jeu d'échecs. Est-ce que vous pouvez évaluer le jeu d'échecs? Je suis très content de ce que vous dites sur la Russie. Hein. Est-ce que vous, pourquoi? Parce que j'aime Dostoïevski. Hein, et ça m'inquiétait de voir les Russes partir à volo. Le chigalévisme, le Chigaliev, etc., bon, c'est la base du travail qu'on m'a demandé de faire avec Zazo et... Mais qu'est-ce que j'étais complètement dépassé, c'était il y a 50 ans. Alors, des fois, dans les articles, il m'arrive de citer des auteurs comme Bergson, comme Janet, dans les camps, des gens complètement dépassés. Ils n'ont rien écrit depuis 5 ans. Toute la science est dans les 5 dernières années, on sait très bien, d'ailleurs. Pour reviendrai peut-être sur le jeu d'échecs et son importance, oui. Vous pouvez donner un petit tableau. Et je voudrais vous poser une autre question, parce que bon, votre travail, vous l'avez bien exposé. Est-ce qu'il vous arrive d'essuyer des échecs? Est-ce que parfois ça ne marche pas, c'est-à-dire que vous... Non, mais... Bon, vous n'y allez pas parce écoutez, que d'autres... voilà. C'est malheureux à dire, mais je suis un picard. Il m'arrive de faire des expertises qui durent 2 heures, monsieur. Ou d'autres font des expertises qui durent une demi-heure. Je vous prends un exemple d'un homme. Il m'a fallu 7h30 pour me rendre compte que cet homme-là avait une névrose d'abandon. Quand c'est passé à la cour d'assises, il avait été étiqueté psychotique. Et quand je lui ai posé la question, cet homme qui avait culminé en 5e, qu'est-ce qu'un anachorète? Il m'a répondu, c'est ce que j'aurais aimé quand j'avais 12 ans, être quand j'avais 12 ans. Et alors, il m'a dit, mais là, voyez-vous, ce que je voudrais faire, c'est qu'on me confie à un monastère où je puisse travailler jusqu'à la fin de mes jours pour payer une pension alimentaire à la petite fille que j'ai rendue orpheline. Cet homme a tenu 2 fois. Une fois, il faisait 148 kilos, une autre fois, il faisait 163 kilos, 1m94, son poids de forme, 94 kilos. Quand il était en période d'abandonnique, il devenait boulimique. Mais ça n'est pas en 30 secondes qu'on voit ça maintenant. C'est ça le problème. Alors bien entendu, bien sûr, oui, il y a des échecs, mais 100 fois sur les métiers, n'est-ce pas? Non, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, et c'est ce qu'ils attendent souvent. Et quand vous dites à quelqu'un, il peut se produire quoi que ce soit, moi je ne vous lâcherai pas. C'est ce que j'ai dit à ce type qui était tatoué jusque sur le crâne rasé, et que vous avez le 4e? Bah oui. Et alors? J'ai dit, il y en a 4, c'est une affaire criminelle. Vous n'êtes pas directement impliqué, mais vous êtes dedans. Il y a 2 psychiatres et 2 psychologues. Je dis, ben, on en a pour 2 heures à peu près ensemble. Ou à 2 heures. Et les autres, ça a duré 1 demi-heure. Ouais, moi, c'est moins 2 heures, après tout. C'est vrai que c'est pas cher payé, je vous assure. Comme disent mes filles, c'est moins payé que le SMIC. Quand tu as fait ton boulot et que tu as fait l'analyse et que tu as fait le rapport, 172,88 €, 88, mais on ne manque pas les 8 centimes. Payé 4,50 €. D'autres questions?
je m'aperçois que les psychologues sont chargés de tâches terribles. Quand on aime et qu'on est un peu maso à côté d'être... Oui, bon. Bon, bravo et merci pour les psychologues. Je voulais séparer, pour être plus clair, l'aspect thérapeutique qui vise les psychologues et l'explication des phénomènes. Parce que dans l'explication des phénomènes, on ne peut pas se réduire les choses à des aspects, à l'angle de vue purement psychologique. Comment ? On ne peut pas réduire la problématique à une dimension psycho-psycho. Je vais m'expliquer. Je pense que conscient, inconscient, le dialogue qui existe entre les deux se déploie dans un espace qui est multidimensionnel, qui interpelle aussi bien l'économie, la façon de vivre de tous les jours, les process de production, les process de consommation, etc., que la sociologie, l'anthropologie aussi, et puis l'histoire. L'histoire, par exemple, qui serait centrée sur l'opposition entre tradition au sens traditionnel, transmission, le temps de la transmission, et modernité, le temps chronos de perturbation que nous avons. Alors, je trouve que pour l'explication des phénomènes, ce serait vraiment intéressant si on pouvait regrouper ces différents champs d'analyse. On comprendrait mieux cette problématique de face à face entre inconscient et conscient et le trouble actuel. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce que j'ai, mais c'est ce que j'essaie de faire, mais sur des cas. C'est pour ça qu'il faut du temps. Parce qu'il y a le vécu. J'ai évoqué ça dans une phrase. Il y a le vécu, et puis il y a la réalité des faits. Et parfois, si on se contente du vécu, on passe à côté de la signification profonde, où il faut tout reconfigurer. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les suivistes. Il y a des éléments déclencheurs. C'est aussi vrai pour les aspects. C'est pour ça que je dis l'aspect radicalisation, on nous en fait toute une. Bon, oui, mais il n'y a pas que la radicalisation, il n'y a pas que l'aspect religieux, il y a tous les autres qui viennent interférer, c'est ce que j'ai dit à la fin. Quand je vous dis, il y a les trois types là que j'ai définis, je ne dis pas la tronçonneuse, c'est bon. Mais ensuite, il y a les impacts maternels. Le père, par exemple, qui a mené une vie de bâton de chaise et crise de milieu de vie, du jour au lendemain, il fait la prière. Mais autre chose, un père qui mène une vie de bâton de chaise. Naissance tardive dans la famille, une enfant trisomique. Le lendemain matin, il se pointe au bistrot, on lui sert son blanc habituel, il dit « Fini, je ne bois plus. Maintenant, j'ai une enfant trisomique, c'est le deux. Je m'occupe de cet enfant. » Et bon, ces éléments-là sont... C'est tout. Voilà, peut-être encore il nous reste un peu de temps. Bon, je crois que nous allons pouvoir clore la séance. Je tiens bien sûr à remercier tous. Nous remercions bien sûr M. Jean-William Bouet. Voilà. C'était bien entendu la dernière rencontre organisée par l'Université populaire d'Amiens. J'ai rappelé au début que c'était des circonstances un peu nouvelles. Bien, donc ceux qui souhaitent adhérer peuvent bien sûr le faire.
Et puis également tout simplement donner leur adresse pour être informés des prochaines actions que nous mènerons. Oui, pour cela, je peux déjà vous dire que c'est la date d'ici d'ailleurs, ce sera le 13 septembre, il y aura là un débat autour du cosmopolitisme. Cette notion, vous savez, cosmopolitisme, être citoyen, n'est-ce pas, du monde, est-ce que ça peut avoir, quel sens peut-on donner à ce terme? Y a-t-il, peut-il lui donner un sens juridique au XXIe siècle, surtout à l'époque maintenant de la remontée d'une certaine forme de nationalisme, etc. Et c'est un philosophe mais du droit qui viendra, qui est l'auteur d'un livre sur Nuremberg, Les droits de l'homme, l'idée cosmopolitique. Bien, c'est le 13, la prochaine rencontre, c'est donc le 13 septembre. Bien, voilà. Je vous remercie, vous souhaite une bonne soirée et vous dis donc à bientôt. Voilà, au revoir.